Donc, je vous fais juste une petite introduction puisque c'est la rentrée. On va un peu resituer les choses pour ceux qui ne nous connaîtraient pas encore ou ceux qui reprendraient le fil. Donc, je sais pas, il faut que je partage mon écran. Par contre, j'ai pas accès au partage d'écran là. L'animateur a désactivé le partage d'écran. Ah. Ok. Je pense que c'est ça que je fasse. Ouais. Est-ce que vous voyez mon écran? Le bon? Non, on voit le mauvais. Ouais. Tu cliques sur changer d'affichage, ça devrait être bon. Ouais. En haut, un peu plus à gauche. Un peu plus à gauche. Encore. Monte, voilà, changer d'affichage. Non, mais j'ai pas changé d'affichage là. Si tu fais ça, normalement, ça inverse les écrans de projection. Donc, on Ouais, aura je le sais deuxième bien, écran. mais en fait, je vois pas ce que tu vois. Ah, ben. Ouais. Tu vois, j'ai une barre qui est cachée, donc je vais déplacer cette barre-là. Voilà. C'est bon là? Voilà, c'est bon. Et vous voyez pas la barre? Non, pas moi Ok, en tout cas. très bien. Ok, donc bienvenue à tous. Alors donc c'est la séance de rentrée de notre communauté qui s'appelle UXCX, donc pour expérience utilisateur, expérience client. Avec donc c'est un groupe de travail qui est constitué depuis plusieurs années et qui se réunit à peu près tous les 2 mois, notamment pour travailler autour de la problématique ou de la thématique de la maturité UX/CX des entreprises. Et autour de cette thématique-là, eh bien, on vient agréger tout un tas de sujets plus ou moins pointus, plus ou moins généralistes, pour justement développer cette culture de l'expérience utilisateur et de l'expérience client et partager nos expériences avec des acteurs économiques et institutionnels de la région. Donc, notre réunion de rentrée, donc c'est aujourd'hui. Alors, on est là sur le mode à distance. On verra comment ça se passera pour les prochaines. Mais en tout cas, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Et là, le prochain grand événement, ce sera le 16 novembre, puisque ce sera la journée consacrée à notre événement annuel qui est le World Usability Day, qui donc se tiendra cette année dans le cadre de la Sophia Week. Donc, c'est un partenariat qu'on a établi avec la Sophia Week, avec le Sophia Summit pour justement inscrire notre événement et créer des synergies entre nos thématiques et les thématiques de l'intelligence artificielle. Donc ça va être très très intéressant et il va se passer plein de choses. On vous annoncera le programme plus détaillé prochainement. Donc nous, ce sera le 16 novembre. On n'a pas encore les horaires précis, mais tout ça, ça sera communiqué rapidement. Et puis, bien sûr, en fil rouge de nos activités, on a toujours notre travail sur le baromètre de maturité UX/CX avec une enquête, une analyse et des contributions qui vont nous permettre d'établir un livre blanc. Donc voilà pour le programme des réjouissances. Et donc aujourd'hui, on a souhaité traiter deux points. Le premier, ça va être une intervention de Teresa, donc, qui est une grande spécialiste de l'eye tracking et qui va nous parler justement de la contribution de l'eye tracking à la compréhension de l'humain, des possibilités, des applications de cette technologie-là qui est extrêmement intéressante, des limites, etc. Et dans un deuxième temps, on voudrait justement profiter de ce sujet-là qui finalement est extrêmement centré sur l'intelligence humaine pour voir finalement comment
quels sont les enjeux de la compréhension de l'intelligence humaine par rapport à celle de l'intelligence artificielle, comment on peut articuler la user experience et l'intelligence artificielle, quelles sont les contributions dans les deux sens, hein, comment l'UX peut aider l'IA et comment l'IA peut aider l'UX aussi, quels sont les enjeux, etc. Et on voudrait ouvrir ce débat qui sera un élément aussi de contribution à la préparation de notre journée du World Usability Day. Donc vos contributions, vos avis, vos questions, vos doutes, vos expériences seront extrêmement utiles pour pouvoir aussi nous commencer à structurer plus en détail nos thématiques de réflexion pour cette journée. Donc voilà en gros le contexte d'aujourd'hui. Je vais laisser la parole donc à Teresa qui va nous présenter. Alors, il faut que ça avance. Voilà, qui va faire une présentation sur comprendre l'humain grâce à l'eye tracking, comment faire, quelles applications. Voilà, je te laisse la main, Teresa. Merci Catherine. Il me faut juste voilà, les droits de partage. Non, je ne les ai toujours pas. Au secours, Audrey. Attends, je vais faire un truc là. Il faut juste que Catherine me repasse la main. Ou sinon, attends, je peux peut-être te reprendre la main directement. C'est bon. Ça a l'air de démarrer. Hop. Dites-moi si c'est bon. C'est bon. Super. Ok. Donc, merci pour cette intro. Donc, c'est vrai qu'au sein de cette communauté, on traite de pas mal de choses plus ou moins spécifiques. On a fait des rencontres un peu générales sur qu'est-ce que l'UX, quand en faire, ou des techniques assez faciles à mettre en œuvre. Et aujourd'hui, on va traiter de quelque chose de beaucoup plus pointu qui nécessite un niveau de maturité d'entreprise sûrement beaucoup plus important. Parce que c'est une technique qui est non seulement pointue en termes de méthodologie et d'outils, et du coup de compétences à déployer, mais également de budget. Mais, comme l'a dit Catherine, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant, d'extrêmement puissant. Donc, ça nous paraissait utile de vous donner quelques exemples, hein, un peu de temps, mais de donner un aperçu de qu'est-ce que le pistage des mouvements oculaires, à quoi ça peut nous servir dans le cadre de l'UX, et quels sont les avantages. On peut aussi discuter des inconvénients, hein, des coûts ou des difficultés de mise en œuvre de cette méthodologie. Donc, comme l'a dit Catherine, je m'y connais plutôt pas mal sur le sujet. J'ai fait mon doctorat de recherche en utilisant cette technologie, donc il y a plus de 20 ans, oui, une vingtaine d'années. Et depuis 20 ans, on s'en sert au sein de la société que je dirige, qui est Ludotique. Donc, j'ai mis 3 parties principales dans cette présentation. Déjà, une petite intro générale sur l'eye tracking. Est-ce que c'est une mode? Est-ce que ce n'est pas une mode? Et qu'est-ce que ça nous raconte sur les utilisateurs finaux? Donc, tout d'abord, effectivement, cette question me paraît importante. Est-ce qu'on en parle autant aujourd'hui parce que c'est juste une mode, comme ça peut être, je ne sais pas moi, une technologie en particulier dans le domaine du dev ou d'autres choses très hype en ergonomie comme le design thinking, etc. C'est hype, ça c'est clair, mais non, le fait que ce soit quelque chose d'assez demandé, ça ne veut pas dire que ça l'est juste pour un effet de mode. Je ne pense pas que cet engouement va s'estomper pour 2 raisons, tout simplement, car ça permet de mieux comprendre les enjeux du UX et les problématiques d'utilisabilité des interfaces, qui sont évidentes, hein, parce que voilà, si cette communauté existe, c'est parce que l'UX représente un enjeu critique dans beaucoup de projets informatiques, digitaux en général. Donc voilà, la raison d'être du eye tracking n'est pas à démontrer, elle est évidente pour tous les professionnels de l'informatique. Et de plus, la technologie en question devient plug and play, devient de très facile accès. Même en termes de coût, c'est quelque chose qui a beaucoup baissé ces 15 dernières années.
Là aussi, si vous avez des questions, je peux revenir sur les détails de combien ça peut coûter en termes d'achat matériel, mais ça a été divisé par 10 ces dernières années. Et ça devient une technologie vraiment facile à mettre en œuvre d'un point de vue technique, hein, pas d'un point de vue méthodologique. La méthodologie est toujours la même, donc il faut s'y connaître un petit peu. Mais d'un point de vue technique, aujourd'hui, on branche un câble USB et ça tourne. Il y a quelques années, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Donc, c'est quelque chose qu'on peut déployer beaucoup plus facilement, avec moins de contraintes, dans plein de contextes différents. Donc, pourquoi pas s'en servir si cela correspond bien évidemment à des besoins du projet. Et je vais revenir sur tout ça. Donc, qu'est-ce que ça nous permet d'obtenir comme données, un eye tracker? Donc, déjà, à la base, ce que permet de faire un système de pistage oculaire, c'est de savoir qu'est-ce qui est regardé. Ce qui a un intérêt fondamental dans des disciplines sciences humaines et sociales, donc dans des disciplines comme la nôtre, parce que si vous demandez à la personne de vous dire ce qu'elle regarde, vous allez avoir accès à des informations déclaratives. Or, l'eye tracking, c'est des informations comportementales. Ce qui est différent et ce qui est bien plus précis. Parce que demander à la personne qu'est-ce qu'elle regarde, ben, on a du flou, on a des données qui ne sont pas assez précises, voire on a de l'absence de données parce que les gens ne sont pas forcément toujours conscients de comment ils déplacent leur regard, qu'est-ce qu'ils ont regardé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas regardé. Donc, poser des questions, c'est bien et c'est ce qu'on fait dans beaucoup de méthodologies et sciences humaines et sociales, mais personnellement, je privilégie toujours le comportemental au déclaratif pour les raisons que j'ai évoquées. Donc, l'eye tracking permet de savoir ce qui est réellement regardé et pas ce que les gens vous disent qu'ils regardent. De plus, si on n'a pas de eye tracker, dans beaucoup de tests utilisateurs, on a tendance à demander aux gens de parler à haute voix pour commenter un petit peu leur choix, leur réflexion, leur parcours de cheminement vers l'achat d'un produit ou d'un service digital ou pas. Hein. Là, vous voyez une personne dans un supermarché qui regarde des rayons pour faire un achat. Donc, pour savoir justement ce qui l'intéresse et quel est son cheminement cognitif, on fait appel à une technique classique qui s'appelle le thinking aloud. Donc, on demande à la personne de parler à haute voix. Et pareil, non seulement c'est du déclaratif, mais ça perturbe pas mal le comportement des personnes parce que dans la vraie vie, on ne traverse pas un supermarché en se posant des questions à haute voix sur est-ce que je vais acheter plutôt le paquet rouge, le paquet vert, regarde là il y a une promo. Voilà, on ne fait pas ça, ni sur du digital, ni dans de la vraie vie. Hein. Du coup, le fait d'avoir accès au processus cognitif de l'utilisateur sans avoir à lui demander de les expliciter, de les verbaliser, ça permet d'avoir des conditions expérimentales beaucoup plus écologiques, tout en récupérant les mêmes données, voire des données de meilleure qualité, parce que justement, on ne passe pas par ce filtre rationnel de « je dois expliquer ce que je fais », et du coup, il faut que je trouve des bonnes raisons pour dire ce que je fais de cette façon-là. De plus, sur des choses comme une interface web, l'eye tracking nous permet de savoir qu'est-ce qui était utile pour les utilisateurs. Une fois de plus, sans avoir à leur poser les questions, on peut visualiser des choses comme ceci. Ça, c'est une carte de chaleur inversée. En gros, tout ce qui n'a pas été fixé, tout ce qui n'a pas été regardé est noir. Ça vous permet de comprendre aisément que ce qui est lisible, ce qui est visible sur une image comme celle-ci, c'est ce qui a été réellement fixé par les gens. Donc, sur un site comme celui-ci, ça c'est un test il y a quelques années, quand on se rend compte que la chose la plus fixée, c'est la pagination pour faire disparaître ces textes incompréhensibles, bah, ça vous en dit long sur l'expérience que les personnes ont vécue sur cette page d'accueil, qui globalement, le cas échéant, n'est pas très, très utile ni très positive. Hein. Donc après, évidemment, on va compléter tout ça avec des questions. Hein. On va demander à la personne si elle a trouvé ça agréable, intéressant, si elle avait envie d'en savoir plus sur ses produits, ses voitures, le cas échéant. Mais ça ne vient que conforter le fait que, ben non, et le fait que voilà, tout ce que les gens ont regardé, c'est la pagination. C'est malheureux, mais bon, c'est très intéressant d'un point de vue UX. Autre chose intéressante, c'est le processus de recherche d'informations. Voilà, j'ai peu de temps pour rentrer dans les détails, mais globalement, un eye tracker vous parle de comment on traite une information. Donc, à quel niveau de profondeur on la traite et est-ce que cette information, d'un point de vue sémantique, elle est claire pour l'utilisateur. Et vous dit comment on cherche une information, où on la cherche et avec quelle stratégie visuelle. Donc, sur les interfaces, l'utilisation d'un eye tracker peut nous permettre de savoir si l'interface était bien structurée et si le processus de recherche visuelle correspondait finalement à la tâche de l'utilisateur.
Donc, quand on constate autant d'allers-retours que vous pouvez le voir dans cette image, c'est qu'il y a probablement un petit souci, soit parce que l'interface est mal structurée, soit parce que la tâche de l'utilisateur ne correspond pas d'une façon ou d'une autre à cette mise en page. Donc là, il y a des pertes de temps, hein, tous ces allers-retours sont des pertes de temps qui peuvent être évitées et qui peuvent du coup faire gagner du temps aux utilisateurs et améliorer même les performances de l'interface. Du coup, finalement, ce qu'on peut étudier de façon assez spécifique, assez précise avec un eye tracker, ce sont les stratégies des utilisateurs. En tout cas, moi, j'accorde beaucoup d'importance à cet aspect-là. J'avais fait mon doctorat justement sur les stratégies d'exploration visuelle. Et c'est vrai que l'eye tracker nous donne vraiment accès à tout ça. Où je cherche, comment je cherche, est-ce que j'ai un comportement plutôt expert ou un comportement plutôt novice. D'ailleurs, les stratégies oculaires d'un novice et d'un expert sont largement différentes. Donc tout ça, ça nous permet une fois de plus, sans poser la moindre question à l'utilisateur, de savoir s'il est à l'aise dans sa tâche, s'il sait ce qu'il a à faire et s'il le fait d'une façon optimale ou pas, sur du digital, mais aussi dans d'autres environnements. Donc, ce que vous voyez dans cette image, c'est une capture d'écran dans un environnement réel. Donc là, la personne, elle porte sur la tête un eye tracker. Il y a différentes sortes d'eye tracker aussi. Je n'ai pas le temps de rentrer dans ces détails, sauf si vous avez des questions. Mais on peut avoir des eye trackers qui sont solidaires avec des écrans d'ordinateur et des eye trackers qui sont portés sur la tête de l'utilisateur pour pouvoir justement enregistrer dans un supermarché, dans un, je sais pas, un aéroport ou dans une centrale. Parce que là, on est dans un centre de contrôle d'une centrale thermique. Donc, on peut savoir si la personne regarde son texte, regarde les outils informatiques, regarde l'écran, combien de temps, quels allers-retours et du coup, quelle stratégie pour réaliser ces tâches. Et un dernier point qui n'est pas des moindres, l'eye tracker nous donne accès également à un certain nombre d'informations sur des processus cognitifs liés à l'activation affective et émotionnelle de l'utilisateur et également à sa charge mentale. Donc, en espérant que la technologie m'assiste, ah oui, j'espère que vous la verrez la vidéo, parce que je vais partager, je sais pas, vous me direz si vous voyez tourner quelque chose, parce que j'ai partagé le PowerPoint et pas, vous voyez une vidéo qui tourne? Je suppose pas, hein. Donc tant pis, je vous la repasserai à la fin, hein, parce que là, on a déjà pris un petit peu. Pour l'instant, ça marche pas. Ça marche pas? Moi, je vois pas de vidéo. Ouais, c'est normal, parce qu'elle n'est pas embeddée dans la presse, elle est dans un fichier à part, et du coup, comme j'ai partagé que le PowerPoint pour alléger la connexion, vous ne risquez pas d'avoir, mais ce n'est pas grave. Donc là, tout simplement, dans la vidéo, on voit des astéroïdes qu'il faut dégommer, hein, c'est un petit jeu vidéo, et ce cercle vert représente le diamètre de la pupille du joueur, et on voit très clairement une corrélation entre la charge mentale de l'utilisateur, donc le nombre d'astéroïdes sur lesquels il doit tirer, et la dilatation de cette pupille. Donc, plus on est sous pression, parce que la tâche devient de plus en plus dure, hein, comme dans tout bon jeu vidéo, plus j'avance, plus ça devient compliqué, plus ma pupille témoigne de cet état-là. Donc, une fois de plus, sans devoir demander à l'utilisateur dans quelle situation il se trouve, on peut déduire des choses pertinentes sur son état émotionnel, sur son stress, voire sur la possibilité, sur les chances qu'il a de se tromper dans ses prochaines actions. Donc ça a du sens dans du domaine vidéoludique, bien évidemment, mais ça a beaucoup de sens aussi dans du domaine métier, où les enjeux liés à l'erreur humaine peuvent être assez importants. Du coup, pour conclure, en gros, on a pas mal accès à tout ce qui est inconscient, en fait, parce que les mouvements oculaires ne sont pas maîtrisés à 100%. Bien sûr, on peut décider de regarder à gauche ou de regarder à droite, heureusement, mais la plupart de nos mouvements oculaires ne sont pas pilotés de façon consciente par notre cerveau. Parce qu'on est justement concentré sur ce qu'on a à faire et non pas sur les mouvements que nos yeux doivent faire pour réaliser nos tâches. Du coup, on peut tout à fait étudier cela avec les technologies en question de façon non intrusive, non invasive et pertinente dans plein de projets. Donc là, vous avez un exemple, vous trouverez la vidéo complète sur notre chaîne YouTube si ça vous intéresse. Il y a 2 ans, quand Pokémon Go est sorti, il y avait un gros débat sur le danger de ce type de jeu parce que ce que les gens mettaient en avant, c'est que les utilisateurs allaient jouer et se concentrer sur le jeu et non pas sur les dangers de l'environnement, donc qu'ils n'allaient pas faire attention et qu'ils allaient se faire écraser, en gros. Du coup, pourquoi pas, c'est une hypothèse de travail intéressante, donc nous on teste, hein, en tant que user researcher, nous on aime bien tester. Donc on a pris des oculomètres, on a pris des joueurs de Pokémon Go, on leur a donné des tâches à faire
dans la rue. Donc, il devait jouer dans la rue. Et on a enregistré les mouvements des yeux pour voir combien de temps il passait sur le jeu et combien de risques il prenait vis-à-vis de l'environnement autour d'eux. Je vous la fais courte, le billet de blog et la vidéo sont assez clairs. Tant qu'on doit faire attention à des stimuli évidents, enfin attendus, on va dire, par l'utilisateur comme un feu de la route, on fait attention, on lève les yeux et on regarde si le feu est vert, donc on ne traverse pas non plus au pif. Par contre, un élément contextuel inattendu comme une licorne rose, ça, j'avoue que la moitié des participants ne l'ont pas vu. Alors que dans le screenshot que vous voyez ici, donc ça c'est le point de regard de l'utilisateur. Donc la licorne n'est pas si loin que ça, mais non, l'utilisateur est dans sa tête, il pense à ses Pokémon. Pourtant, on voit bien que les gens autour se retournent. On avait le conducteur de tram qui klaxonnait. Enfin bref, c'est évident qu'un mec qui se balade en licorne rose en peluche en plein mois de juillet, ça se remarque. Oui, ça se remarque aussi si vous avez les ressources cognitives disponibles pour le remarquer. Autrement, ça ne se remarque pas, parce que notre cerveau n'est pas capable de tout faire, et surtout de ne pas tout faire en même temps. Ça, c'est les limites, non pas de notre intelligence, pour faire le lien avec l'intelligence, mais c'est les limites de notre capacité de traitement. On n'a pas des capacités de traitement infinies, malheureusement. Donc, pour conclure cette première petite overview, un eye tracker nous donne pas mal d'infos intéressantes. Un eye tracker nous parle de la visibilité des informations. Est-ce que telle donnée a été vue et quand? Un eye tracker nous parle de la compréhension d'un contenu. Donc, est-ce que cette donnée a été fixée suffisamment longtemps pour la traiter, par exemple, pour qu'il y ait un accès au langage s'il s'agit d'un mot? Donc, est-ce qu'on peut être sûr que la personne a compris ce mot? Ou est-ce que ce mot lui a posé un problème? Donc, tout ça, on peut le savoir sans poser la moindre question. On peut étudier l'impact affectif des informations et même l'impact de tout ce qui est layout, tout ce qui est mise en forme, mise en page, l'utilisation de couleurs, la taille de la police, tout un tas de facteurs liés à l'interface elle-même qui peuvent avoir un impact positif ou négatif d'ailleurs sur l'exploration, sur la compréhension, sur la lisibilité, etc., etc. Le tout, une fois de plus, et c'est ça qui me paraît le plus intéressant, c'est sans devoir demander tout ça aux utilisateurs. Ces informations qu'on a de façon totalement non intrusive, non invasive, immédiate, hein, parce que c'est du temps quasi réel. Donc, on a un décalage de quelques millisecondes entre la fixation et l'enregistrement de la donnée. Donc, voilà. Ça me paraît quand même effectivement quelque chose d'assez puissant. Maintenant, il faut maîtriser tout ça. Et comme toute technologie pointue, ça nécessite un petit peu de connaissances, un petit peu d'expertise et d'éviter de se prendre les pieds dans le tapis parce qu'on peut mal faire du eye tracking. Même si, comme je le disais tout à l'heure, d'un point de vue technique, aujourd'hui, c'est très facile, hein, c'est plug and play. Maintenant, il y a quelques précautions à prendre d'un point de vue méthodologique. Et quand on se lance dans ce domaine-là, il y a pas mal de bêtises qui circulent, sur lesquelles vous pourriez tomber. Donc, j'ai fait un petit recueil d'idées reçues et surtout de mythes qui sont pour la plupart faux, sur lesquels ça me paraît intéressant de vous donner mon avis. Commençons par la base. Toute étude d'ergonomie peut bénéficier d'un eye tracker. On devrait faire tourner l'eye tracking en gros sur n'importe quel test utilisateur. Alors, si j'étais un bon commercial pour ma boîte, je vous dirais oui, pour vendre des prestations plus chères. Maintenant, je ne suis pas un commercial, moi à la base, je suis un chercheur. Et en tant que chercheur, ma réponse est non. C'est-à-dire que si je n'ai pas d'hypothèses qui ont un lien avec ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire la compréhension de stratégies d'exploration, la compréhension de problématiques de textes qui sont difficiles à comprendre, ou des hypothèses liées, je ne sais pas moi, à une exploration visuelle qui est inadaptée parce que l'interface est mal organisée. Donc, si je n'ai pas des hypothèses qui portent sur ces aspects-là, un eye tracker ne nous servira à rien. Donc, si c'est juste pour le faire tourner comme ça et dire « ah ben on verra bien ce que ça va nous donner », pour moi, c'est cher et on n'aura pas un bon retour sur investissement. Donc, il y a des domaines comme le jeu vidéo, entre autres, dans lequel un eye tracker est super utile parce que le thinking aloud, alors que je suis en train de m'attaquer à un boss super compliqué, c'est juste impossible. Je ne peux pas jouer correctement à mon jeu vidéo et parler en même temps de comment je suis en train de jouer. Donc, il y a des domaines dans lesquels, effectivement, c'est évident que l'eye tracking va quasiment toujours nous apporter quelque chose. Il y a d'autres domaines dans lesquels, ben non, ce n'est pas forcément vital. On n'a pas suffisamment de bonnes raisons
pour mettre en œuvre une technologie aussi pointue. Donc, non, pour moi, toute étude ne peut pas bénéficier. On peut le brancher, mais si c'est pour en tirer des résultats qu'on aurait eu par ailleurs, je trouve ça moyen en termes de ROI. Le tracking fournit juste des cartes de chaleur. Je vous ai montré un exemple de cartes de chaleur tout à l'heure. Ces tâches qui peuvent être des tâches qui montrent une image alors que le reste est noir, ou des tâches colorées sous forme de métaphores de chaleur. Plus je vois des tâches jaunes ou rouges, plus il y a des fixations. Oui, la Night Tracker sort ça, évidemment, sort des cartes de chaleur. Encore faut-il savoir les interpréter. Mais non, un Night Tracker ne sort pas que ça. En fait, un Night Tracker, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Et une fois de plus, si on sait ce qu'on cherche dedans, si on a des bonnes hypothèses de travail, on peut en tirer des données très précises et faire même des analyses statistiques. Donc là, je mets un exemple de l'ANOVA, pour ceux qui connaissent un peu des stats. Donc, on peut aller assez loin, même sur des protocoles expérimentaux pour un client final, donc sans avoir 14 millions d'utilisateurs et sans déployer des moyens phénoménaux. Si on sait ce qu'on a à chercher et qu'on construit correctement le protocole, on peut tirer beaucoup plus qu'une carte de chaleur, qui est certes très jolie et très parlante, hein, d'un point de vue commercial, d'un point de vue com et marketing, c'est clair que la carte de chaleur, c'est chouette, mais non, un Night Tracker est bien plus puissant que ça, donc se limiter à en sortir des cartes de chaleur, pour moi, c'est un peu un gaspillage. Voilà, c'est tirer sur une mouche avec un bazooka, quoi. Celle-là, elle est très dangereuse comme idée reçue. Le Night Tracker fournit des chiffres, donc ce sont des données objectives. C'est méga archi faux. Alors, un Night Tracker fournit des chiffres, ça c'est certain. Un Night Tracker vous fournit à la base des coordonnées XY ou XYZ si c'est un Night Tracker que vous portez sur la tête, puisqu'il y a la profondeur de votre champ de vision à prendre en compte. Donc, bien sûr, on a des chiffres, c'est des coordonnées. Mais non, ce qui compte, ce n'est pas les coordonnées, c'est l'interprétation qu'on en fait. Et de mon point de vue, rien n'est objectif en science. On pourrait ouvrir un débat épistémologique. Est-ce qu'il y a des choses objectives en sciences humaines versus en sciences dures, en sciences voilà, moins ouvertes à l'interprétation? Mais moi, je pense que dans n'importe quelle forme de science, selon la définition qu'on donne de science, mais enfin bref, de quelque chose qui soit soumis à de la validation expérimentale, ce qui compte, ce n'est pas les chiffres qu'on obtient, c'est l'interprétation qu'on en fait. Donc, on est forcément soumis à tout un tas de biais méthodologiques et au niveau de l'interprétation qui font que rien n'est objectif et que, par exemple, les deux images que vous voyez ici, en fait, je peux les faire apparaître à ma guise parce que les données sous-jacentes à ces deux images sont les mêmes. Mais vous n'avez pas l'impression qu'il s'agit de la même chose. Donc, c'est deux cartes de chaleur générées exactement sur les mêmes données. Mais selon comment je filtre mes données, je peux faire apparaître ou disparaître des choses. Donc, les données sont objectives jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que les chiffres sont bien là, mais non, selon comment vous les traitez, selon comment vous les affichez ou selon comment vous les interprétez, elles peuvent avoir 10 000 significations différentes. Donc, on a des problématiques déontologiques et éthiques dont il faut être parfaitement conscient. Catherine en a longuement parlé dans d'autres interventions autour justement de l'éthique du designer. Donc, je ne vais pas revenir là-dessus. Mais voilà, en tout cas, ce n'est pas parce qu'on fait tourner un Night Tracker qu'on aura des données plus objectives que dans un autre type de recueil de données. On a des données comportementales par rapport à des données déclaratives. Ça, oui, ça, effectivement. Mais rien n'est objectif en sciences, et en tout cas, certainement pas en sciences humaines et sociales. Le eye tracking, c'est la vérité. Autre bêtise qu'on entend souvent dans le domaine. Donc, si on a une carte de chaleur, cette carte de chaleur-là, voilà, c'est comme ça que les gens regardent cette interface. Il n'y a pas de façon de la regarder, donc c'est comme ça que ça se passe. Non, pareil, c'est pas vrai, parce que le regard de l'utilisateur n'est pas toujours le même. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui compte, c'est les stratégies d'exploration d'une image ou d'une scène. Et ces stratégies sont forcément liées à plein de facteurs, à la tâche que l'on me donne, à mon niveau d'expérience vis-à-vis de ce que j'ai à faire, au contexte. Enfin, il y a énormément d'éléments, de variables qui rentrent en ligne de compte et qui impactent fortement le parcours oculaire qu'on va réaliser, même sur un stimuli, donc une image ou un écran ou un contexte qui est toujours identique. Donc là, vous avez un exemple de ça, c'est les tout premiers tracés eye tracking de l'histoire. C'est des tracés de 1968 et avec des technologies ultra invasives
pour l'époque d'ailleurs. Mais vous avez quand même 3 tracés différents, alors que les personnes regardaient un même tableau et qu'il s'agissait pour le coup de la même personne. Là, vous avez 3 fois la même personne qui regarde 3 fois la même chose, c'est juste qu'on ne lui donne pas la même tâche. Donc, selon la tâche qu'on lui demande de réaliser, son parcours oculaire n'est pas le même. Donc, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas une seule façon de regarder les choses. Une fois de plus, il faut toujours mettre cela dans le bon contexte. Et j'en reviens donc à la méthodologie pour recueillir ces données. Il ne faut pas se planter. Il faut savoir qu'est-ce qu'on a demandé, comment on l'a demandé, à qui on l'a demandé, dans quel contexte on était, etc., 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 pour analyser correctement les données. Sinon, on va dire n'importe quoi sur ces données. Ça, c'est hyper dangereux, donc c'est pas vrai ou faux, c'est juste bête. Et pourtant, c'est des choses que j'ai vues. Hein. Tout ce que je vous montre là, c'est 20 ans de choses que j'ai vues et entendues dans le milieu de la user research. Des gens qui vous disent, oui, ben, écoutez, on va brancher le tracker et puis on verra bien ce qui en sort et du coup, on traitera les données en fonction. C'est extrêmement dangereux car un eye tracker vous fournit des tonnes de données, mais vraiment des tonnes et des tonnes de données. En réalité, ce qui sort dans les trackers, c'est ça. C'est des lignes et des lignes et des lignes et des lignes de coordonnées. Donc, on est vraiment dans le big data. Donc, pour tous ceux qui ont déjà fait un petit peu de big data, le big data, si on ne sait pas ce qu'on cherche dedans, on va se noyer dans la donnée. Donc, on peut passer vite des heures et des heures et des heures à fouiller dans des données qui ne nous disent rien au final, parce qu'on n'avait pas d'hypothèse pour les recueillir, donc on a encore moins d'hypothèses pour les traiter. Donc, c'est bête de se lancer dans du eye tracking, une fois de plus avec ce que cela implique en termes de méthodo, de coûts et de logistique, sans qu'on sache pourquoi on le fait. Donc, on peut le faire, mais moi, je trouve ça extrêmement stupide. Autre idée reçue, elle était vraie par le passé. Aujourd'hui, c'est totalement faux. Ça fait partie aussi des améliorations techniques de ces dernières années. Un test eye tracking nécessite de trop de participants. Aujourd'hui, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, on peut faire un test eye tracking avec un panel tout à fait basique d'une dizaine de personnes, comme on peut le faire pour un test utilisateur normal. On va prendre quelques petites précautions en plus, à la limite avoir une réserve en plus. Hein. Dans un test utilisateur, on a toujours des utilisateurs en spare, en réserve, au cas où il y a un lapin, au cas où il y a quelqu'un qui ne vient pas, en gros. Dans un test eye tracking, à la limite, on prend une réserve de plus parce qu'on peut avoir le lapin et le plantage technique, le problème technique qui arrive. Donc, ça peut effectivement agrandir d'un poil l'échantillon si on veut vraiment être sûr d'avoir à la fin le nombre d'utilisateurs que l'on souhaite. Mais globalement, c'est rien. Globalement, ce n'est pas ça qui va impacter le projet, le timing, le prix, etc. On a pratiquement les mêmes règles que pour un test classique. Par le passé, c'est vrai que la technologie n'étant pas assez stable, assez robuste, on avait beaucoup de pertes de données. Donc, je peux vous énumérer des tas de causes, les unes les plus saugrenues que les autres, pour vous citer des exemples de cas où il y a eu un fail côté tracking. Donc, soit on n'arrivait même pas à le démarrer, soit on perdait les données, soit elles étaient inexploitables. Du coup, on avait vraiment besoin de gros échantillons de participants pour arriver à tirer quelque chose de pertinent, parce que sinon, on avait trop peu de données. Donc, aujourd'hui, ce n'est vraiment pas le cas. La technologie est plus qu'au point, plus que stable, plus que valable. Donc, ça peut encore arriver. On est quand même soumis à des contraintes techniques, donc il peut y avoir des aléas, mais globalement, c'est rien. Globalement, c'est rien. La technique, c'est bien analyser les données en temps réel. Alors, je vous ai dit qu'on a les données en temps quasi réel, si on veut être précis, parce que voilà, le temps réel n'existe pas dans le traitement de données. Mais non, c'est vrai et faux. C'est-à-dire, on peut suivre en live le déroulement d'un test. C'est-à-dire qu'on peut, là je vous ai mis un exemple de montage technique, hein, il peut y en avoir bien d'autres, selon un tracker fixe ou un tracker sur la tête de l'utilisateur, mais on peut tout à fait suivre quasiment en direct ce que la personne est en train de regarder. Maintenant, faire des analyses en temps réel, ça me paraît pratiquement impossible. D'une part parce que les données sont brutes, donc il y a beaucoup de bruit dans ces données-là, donc elles ne sont pas filtrées et analysées par le système, puisqu'on est en temps quasi réel. Et d'autre part, parce que les mouvements des yeux vont tellement vite qu'on n'a pas le temps de suivre, en fait. On n'a vraiment pas le temps comme on ne sait pas ce que la personne va regarder, la fixation d'après, on a vraiment du mal, on court derrière ces fixations et pour en tirer quelque chose, ça me paraît impossible. Donc, d'un point de vue méthodologique, pareil, si on prend le temps et si on met le budget sur la table pour faire un test eye tracking, il faut se laisser un minimum de temps aussi pour analyser correctement ces données. Ce n'est pas en regardant en live qu'on peut en tirer le maximum.
on peut voir 2-3 petits trucs, hein, c'est toujours intéressant. D'ailleurs, on a fait des vidéos qui sont toujours dispo sur Twitch, pour ceux qui seraient plutôt gamers. Sur Twitch, vous trouverez, je pense que la plus ancienne doit être encore dispo, 4 sessions de jeux vidéo sur lesquelles on a branché un eye tracker en live. Donc là, on a quelqu'un qui joue à 4 jeux différents. Il y a des jeux de Formule 1, des jeux de stratégie tour par tour, etc. Et on a les mouvements des yeux du joueur qui étaient donc en direct. Hein, c'était des sessions Twitch, donc c'était en live. Et donc là, c'est disponible en replay. Donc on pouvait vraiment suivre ce que la personne faisait en temps réel. Mais non, au niveau interprétation, justement, en temps réel, on ne peut pas forcément aller très loin. Pareil, on a publié un petit billet de blog sur le site de Ludothèque, je crois, cette semaine, en début de cette semaine, pour justement critiquer, entre guillemets, l'analyse en live. C'est bien, c'est sympa, mais on ne va pas en tirer grand-chose. Donc, si on veut vraiment faire du eye tracking sérieusement et pas juste pour s'amuser, il faut prendre le temps de faire les analyses. Les données eye tracking sont extrêmement précises. Ça dépend ce qu'on appelle précis. Donc oui et non, pareil. Déjà, elles ne sont pas plus objectives que ça. Et précis, ça dépend ce qu'on appelle précis. Donc la plupart des trackers sur le marché aujourd'hui ont une précision de à peu près un demi-degré d'angle de vision en termes spatial. Et disons, voilà, ceux que je commence à considérer potables tournent à 60 Hz. Donc, on a un échantillonnage à 17 millisecondes, 16,7 millisecondes pour être vraiment tout à fait précis. Donc, ça veut dire qu'un calibrage comme celui-ci, dans lequel on présente ces points gris à l'utilisateur et qu'on enregistre des données à peu près dans ce rayon-là, pour la machine, c'est un calibrage tout à fait correct. Donc, une fois de plus, il faut faire attention. On croit peut-être que la personne regarde la 4e icône en haut à gauche, alors qu'elle est en train de regarder la 5e icône ou la 3e icône. Donc, la précision n'est pas au pixel près ou à la milliseconde près avec les machines qu'on utilise en UX. Faites conscient. Il existe sur le marché des machines précises au pixel près et à la milliseconde près. Ça coûte une blinde et elles sont quand même très contraignantes d'un point de vue, ne serait-ce que physique. Il faut que la personne reste totalement immobile devant l'écran. Pour un test UX, ça me paraît quand même un petit peu pas réaliste et du coup inutile. Donc, il faut juste tenir compte de ses limites. Hein. Comme toute technologie, il y a des limites. Il faut les connaître et pas abuser, quoi. Les analyses de tracking prennent trop de temps. Alors, pas mal de clients qui disent « Oui, alors ça serait tout à fait pertinent de faire un test avec tracking, mais ça va prendre trop de temps, on n'a pas tout ce temps, on n'a pas tout ce temps. » Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, si on n'a pas d'hypothèse claire, c'est vrai qu'on peut fouiller dans des données tracking pendant des siècles. Donc oui, ça peut prendre beaucoup de temps. Mais non, si on sait ce qu'on cherche, non. Si on sait ce qu'on cherche, c'est l'histoire de quelques heures, si c'est vraiment facile à faire, ça dépend des tâches. Quelques jours, mais voilà. Donc, les outils d'aujourd'hui, bon, en termes d'ergonomie, on peut toujours en parler. Hein. J'espère que Toby ne m'écoute pas, mais l'interface des outils Toby pourrait être améliorée. Je ne suis pas une méga fan, mais non, une fois qu'on a pris le coup, ça peut aller relativement vite. Hein. Donc, les analyses ne sont pas quelque chose de rédhibitoire qui va vous rallonger les délais du projet de 3 semaines. Non, absolument pas. On peut se prendre un petit peu plus de marge pour être confortable, si on a vraiment beaucoup de boulot à prévoir. Mais si on veut juste générer des cartes de chaleur ou tester 2-3 hypothèses, faire 2-3 groupes, par exemple, comparer homme-femme, comparer expert-novice, etc., c'est quelque chose qui se fait avec les mêmes délais qu'un test utilisateur normal, un test utilisateur classique sur des variables classiques. Donc, il ne faut pas abuser. C'est quelque chose qu'on peut tout à fait maîtriser et planifier correctement. Faire un test à tracking, c'est facile car le système est intuitif. Pareil, c'est vrai que c'est simple au sens on le branche et ça fonctionne. Mais non, c'est la partie interprétation qui peut prendre un peu de temps et qui nécessite une fois de plus d'un petit peu de compétences parce que l'oculométrie cognitive, il faut la connaître, quoi. Et les bases, cette petite conf que je peux vous expliquer comment ça fonctionne, mais je peux juste vous sensibiliser au fait que voilà, ne faites pas du eye tracking qui veut. Il faut connaître un petit peu la méthode du test utilisateur en général et de surcroît l'oculométrie cognitive. Pour conclure, quelques exemples au niveau applicatif. Qu'est-ce qu'on peut faire de toute cette fantastique technologie? Dans quel domaine d'application ça peut avoir du sens? Qu'est-ce que ça apporte?
l'eye tracking. Alors, on fait du eye tracking dans plein de domaines. La recherche fondamentale, notamment en psychologie de la lecture, typiquement, pour mieux comprendre comment les gens lisent, les problèmes de lecture, de compréhension de texte, etc. Donc, il y a beaucoup d'applications recherche fondamentale en eye tracking. Il y a beaucoup d'applications aussi en marketing, notamment pour les pubs, en fait, pour savoir où positionner un logo, où positionner le nom de la marque, comment la pub, si c'est sur du web, est-ce que la pub doit être dynamique, statique, quelle forme, quelle taille, quel comportement, etc. pour faire en sorte qu'on la remarque le plus possible et qu'on la retienne le plus facilement possible. Historiquement, un domaine de prédilection du eye tracking a toujours été le domaine du handicap, parce qu'un oculomètre peut permettre aussi de piloter des devices. Donc, typiquement, depuis plus de 20 ans, la technologie permet à des personnes tétraplégiques d'écrire avec les yeux. Donc, c'est une façon de redonner un peu la parole à des personnes qui n'ont plus l'usage ni des mains ni des jambes. Et les yeux, ça reste quand même, en gros, la dernière chose qu'on perd en termes de capacité motrice humaine. Donc, on peut tout à fait se servir des yeux pour communiquer avec d'autres personnes. On embarque de plus en plus d'acteurs puisqu'ils deviennent absolument miniaturisés dans des domaines immersifs. Donc, par exemple, on commence à voir des compagnies d'assurance qui imposent des eye trackers dans les cabines, par exemple, de pilotage des camions pour pouvoir établir la responsabilité du chauffeur s'il fait un accident. Parce qu'on sait s'il était en train de s'endormir au volant ou pas, par exemple. Ou qu'est-ce qu'il était en train de regarder quand il a eu l'accident. Est-ce qu'il était bien concentré sur la route ou est-ce qu'il était sur son smartphone, par exemple. Et puis, les domaines qui nous intéressent le plus, en tout cas dans la commission UX Télécom Ballet, c'est tout ce qui est UX UI, donc la conception d'interface, donc l'optimisation d'interface aux machines. Je vais vous montrer quelques exemples. Et le jeu vidéo, en tout cas. Nous, ça nous paraît un domaine assez porteur, soit parce qu'on enregistre les données et qu'on les exploite pour savoir quelle était l'expérience du joueur, soit pour piloter carrément le jeu. Il y a pas mal de petits jeux qui aujourd'hui sont pilotables par le regard, c'est ce qu'on appelle de eye control. Donc l'œil devient le pointeur de la souris en fait. Il y a plein de petites précautions à prendre, mais ça marche plutôt pas mal. Et il y a même des ordinateurs et des tablettes qui existent avec un eye tracker intégré dedans. Ou des écrans d'ordinateur que vous pouvez acheter qui ont un eye tracker intégré dedans, qui vous permettent donc de piloter votre interface par le regard. Donc, en termes d'innovation, c'est quelque chose de quand même pas mal intéressant. Quelques exemples concrets. Donc, par exemple, dans le domaine marketing, là, vous avez une pub. On a deux versions. Souvent, on fait des versions dans toutes sortes de formes de communication. On ne sait pas s'il vaut mieux comme ci, il vaut mieux comme ça. L'eye tracker va vous permettre de lever l'ambiguïté, de démontrer que telle pub, par exemple, que cette version-là, la version de droite, permet un parcours oculaire plus adapté à la prise de connaissance du contenu. Parce que dans la première version, on passe beaucoup trop de temps à regarder le joli bébé, qui est tout mignon, mais ça ne nous apporte rien. On a quelques secondes pour regarder une pub. Si on passe les secondes en question, on les gaspille à regarder le bébé, on ne comprendra même pas ce que vend la marque et quelle marque c'est. Donc, on veut que la marque soit visible et que le message publicitaire passe. Donc, du coup, si on se débrouille pour que le regard de l'utilisateur soit poussé par le bébé, parce que le bébé regarde lui-même le texte, là, du coup, on va passer plus de temps sur le texte en question et on va optimiser les chances que les gens le comprennent, le retiennent et l'apprécient. Donc, c'est des exemples vraiment purement com et marketing. Maintenant, côté IHM, on peut utiliser l'eye tracking en conception d'interface, parce qu'on peut le faire tourner même sur des maquettes Axure, des maquettes XD. Enfin, pour ceux qui font des maquettes, voilà, il n'y a pas de problématique par rapport à ça. Donc, on peut avoir quelque chose d'assez grossier en termes d'interface ou quelque chose qui n'est pas fini en termes d'interface et on peut déjà faire tourner un eye tracker. Ou alors, bien évidemment, sur un produit qui est déjà fini, un site qui est en ligne, une application mobile terminée, etc. Évidemment, comme pour toute démarche UX, plutôt on s'y prend, mieux on sait. Mais ça, je pense que je prêche des convaincus par rapport aux UX qui écoutent aujourd'hui. L'eye tracking, justement, sert de plus en plus aussi dans le domaine du design d'interaction grâce à cette histoire de guidage oculaire. Parce que justement, aujourd'hui, on peut avoir des ordinateurs grand public. Je sais qu'il y a des ordinateurs de marque Dell, typiquement, qui intègrent un oculomètre. Donc, on peut tout à fait imaginer des usages grand public. Donc, ce que je vous montre là, c'est des réalités. Ce n'est pas des projets farfelus, c'est des réalités. On a des bornes qui sont pilotables par eye tracking. On a des systèmes de vidéo dans les avions qui sont pilotables par eye tracking. Donc, ça nous permet de
voilà, de façon assez simple et intuitive d'accéder à un contenu, cliquer sur un bouton et interagir avec une interface au niveau grand public. Et au niveau pro, c'est encore plus intéressant dans la mesure où on a des domaines, métiers dans lesquels on a soit des contraintes d'hygiène, hein, dans le cas de la médecine, forcément, un eye tracker en salle d'opération vous permet d'éviter de toucher des boutons. Et on sait que tout ce qui est touché à la chirurgie nécessite d'être désinfecté, hygiénisé, etc. Donc, ça prend du temps, ça demande des procédures, etc., etc. Là, si je peux regarder un bouton et déclencher une action, forcément, en termes d'hygiène, c'est vachement bien. Et d'autres domaines dans lesquels l'enjeu, ce n'est pas forcément l'hygiène, c'est plutôt la vitesse. Donc, tout ce qui est pilotage d'avions de chasse, typiquement, où le tracking est déjà pas mal déployé, hein, mais vraiment, vraiment pas mal déployé. En HUD, donc c'est des head-up display, dans le casque que le pilote porte, pour lui donner la bonne info au bon endroit, parce qu'on sait où il regarde, donc on va lui afficher la donnée dont il a besoin en temps réel, de la façon la plus logique et pertinente pour lui. Donc, ça, c'est vraiment des applications en termes de design d'interaction. Pour terminer, j'ai mis quelques exemples un peu plus triviales, mais assez parlants sur des choses qui devraient vous parler, donc des sites internet. J'ai mis quelques exemples pour vous montrer le genre d'hypothèses qu'on peut avoir et les données qui peuvent venir conforter ou pas ces hypothèses. Donc là, on est sur du mobile et on avait des hypothèses par rapport à la lisibilité, la visibilité de ce petit bouton pour comparer les prix de billets d'avion. Donc là, on a la carte de chaleur qui montre qu'il n'y a pas de fixation dessus. Donc, les fixations sont sur les contenus et pas forcément sur le bouton. Et celle-là, elle devrait marcher parce que celle-là, elle est embedée comme vidéo. Donc, voilà, là, vous devrez avoir la vidéo. Je coupe juste le son. Là, on voit la personne qui, justement, cherche à faire un choix, donc qui aimerait bien pouvoir comparer plusieurs choix de voyage et qui ne voit absolument pas le bouton comparer et qui, du coup, essaie de se démerder autrement en comparant dans sa tête, en fait, hein, parce que l'utilisateur essaie quand même de s'en sortir comme il peut, hein, mais voilà. Donc, il y a bien une fonctionnalité qui est là, qui est à son service, mais elle n'est pas assez mise en avant. Donc, on avait cette hypothèse-là et ce tracé-là et ces données qui sont évidemment sur plusieurs utilisateurs. Hein. Donc là, c'est la vidéo d'une personne, et là, vous avez plusieurs utilisateurs cumulés, viennent conforter cette hypothèse-là. Un autre exemple, côté desktop, là, c'est toujours le même site, malheureusement, mais en version desktop. Là, on avait plutôt des hypothèses par rapport à ces onglets. Donc là, on est dans ce qu'on appelle la sitemap. Donc là où on décide quelles sont les places qu'on veut dans l'avion, pour faire simple. En cas de correspondance, on a plusieurs onglets qui s'affichent. Et en tant que UX, on trouvait ça un peu chelou, un peu pas très visible d'avoir plusieurs onglets. Et surtout, le système, dès qu'on a choisi les places, le système passe automatiquement à l'onglet suivant. Donc nous, on se disait, les gens ne vont même pas le voir, ne vont même pas se rendre compte qu'il y a des onglets et ne vont pas comprendre qu'ils changent d'onglet tout seuls, quoi, sans cliquer, quoi. Du coup, je vais vous passer rapidement juste un morceau de vidéo. Donc, on voit la personne qui déjà galère un petit peu à positionner ses chaises, ses fauteuils. Et hop, là, automatiquement, elle est passée sur le dernier tab. Elle ne s'est pas du tout rendue compte. Elle va cliquer sur continuer. Donc, en gros, elle n'aura pas du tout les sièges qu'elle voulait. Il y a deux vols pour lesquels elle n'a même pas choisi de siège. Forcément, ça va créer des frictions avec le personnel navigant parce que voilà, la personne va dire mais moi, pourtant, j'avais cliqué, j'avais choisi, c'est quoi ce délire, nanana, ça ne marche pas bien. Oui, c'est l'IHM qui ne marche pas bien, ce n'est pas le système de réservation derrière, mais l'IHM, c'est vrai qu'elle ne facilite pas la tâche de choix des sièges. Donc, pour conclure, évidemment, on peut toujours aller plus loin, évidemment, ça implique des contraintes, mais disons que si ce qui nous intéresse, c'est de bien comprendre les processus cognitifs de l'utilisateur, là, on a vraiment des données ultra pointues. On peut faire encore plus, mais c'est aujourd'hui encore beaucoup trop contraignant, donc je ne vous en parlerai pas. Disons que dans les technologies faciles à déployer, à prix abordable et maîtrisable pour n'importe quel UX designer qui se forme, l'eye tracking est la chose la plus puissante que l'on a pour comprendre comment l'humain fonctionne au jour d'aujourd'hui. Du coup, si on reprend notre bonne chère norme ISO 9241 qui nous parle d'efficacité, efficience et satisfaction, donc les paramètres qu'il faut tester dans n'importe quel test utilisateur, l'eye tracking nous donne plus de détails en fait. Donc, dans un test classique, on peut voir si les gens abandonnent ou pas une tâche, on peut voir s'ils se trompent, on peut voir combien de clics ils font. Ça, c'est des choses qu'on voit clairement dans n'importe quel test utilisateur. L'eye tracking nous dit pourquoi ils abandonnent une tâche.
Par exemple, ils n'ont pas vu le bouton qui leur permettait d'aboutir. Donc, on peut savoir pourquoi ils abandonnent ou pourquoi ils échouent dans leurs tâches. L'eye tracking nous dit comment ils ont utilisé le temps. Un utilisateur classique nous dit combien de temps ça a été nécessaire pour faire une tâche, mais on ne sait pas comment ce temps a été passé, sur quoi les gens ont passé le plus de temps. Donc, l'eye tracker nous donne ce genre de détails supplémentaires. Le bouton qui a été vu, le bouton qui n'a pas été vu, le bouton qui a été vu trop tard, le bouton qui a été vu mais qui n'a pas été compris, etc., etc. Et sur le troisième paramètre, évidemment, la satisfaction, il faut qu'on demande à l'utilisateur s'il était content, s'il a envie de revenir sur ce site, s'il était en confiance, etc. Ça ne peut être que du déclaratif, cet aspect-là. Par contre, est-ce qu'il était en situation de stress? Est-ce qu'il a reconnu le logo? Ça, c'est des problématiques plus d'ordre affectif, émotionnel, etc. Et là, l'eye tracker nous donne cette donnée-là pour compléter la partie déclarative. Parfois même pour pondérer un petit peu la partie déclarative. Parce que les gens ne vous disent pas forcément tout, non pas parce qu'ils vous mentent une fois de plus, mais parce qu'ils ne sont pas conscients de telle ou telle réaction ou parce qu'ils l'ont oublié entre-temps. Donc, une fois de plus, on a quelque chose de beaucoup plus carré que le simple déclaratif. Il y a des précautions à prendre en termes de méthodo, je l'ai déjà dit, je peux revenir dessus si vous avez des questions, mais si on a des hypothèses sur les problématiques que j'ai citées là, donc où les gens cherchent, qu'est-ce qu'ils voient pas, est-ce que telle donnée qui est importante pour nous au niveau business, elle est importante pour eux, est-ce qu'ils la voient au bon moment, est-ce qu'ils la comprennent? Si on a ces hypothèses-là, un eye tracker est le meilleur moyen que l'on puisse déployer aujourd'hui pour y répondre d'une façon qui est pas intrusive, pas compliquée à mettre en œuvre et pas pénalisante en termes de timing du projet. Donc voilà pour ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Je peux peut-être prendre une ou deux questions et après on va enchaîner sur la partie intelligence artificielle et pas l'intelligence humaine. Je crois qu'il y avait une question dans le chat tout à l'heure. Ah, mais je ne le vois pas le chat. Donc... Alors, c'était au début de ton intervention. RGPD par Olivier Taxi. Oui, qu'est-ce que ça dit? Je n'arrive pas à... Compliance RGPD, point d'interrogation. Du eye tracking? La même compliance RGPD que n'importe quel test utilisateur. Donc, quand on recueille des données... Alors, nous, on n'a pas attendu la RGPD pour demander un consentement éclairé aux utilisateurs. Parce que quand on enregistre leur mouvement des yeux ou qu'on enregistre tout simplement leur clic ou leur verbatim, on enregistre des données personnelles et en plus on est obligé, ne serait-ce que pour planifier des sessions de test, on est obligé d'avoir leur numéro de téléphone, leur adresse mail, etc. Donc à part des données de santé très pointues qu'on n'a pas ou des données bancaires qu'on n'a pas, sinon on a quand même des données utilisateurs depuis la nuit des temps, un user research. Donc on a des décharges qu'on fait signer depuis la nuit des temps qui sont un peu l'équivalent de ce qu'aujourd'hui on appellerait un consentement éclairé, c'est-à-dire la personne sait très bien qu'on enregistre ces données. On sait très bien pourquoi on les enregistre, c'est dans un but d'analyse et de compréhension de ses comportements pour améliorer telle ou telle interface. On sait très bien combien de temps on va les garder stockés, qui pourra y avoir accès, etc., etc. Donc, on a, si vous voulez, on a un peu amélioré tout ça pour vraiment reprendre les termes de la RGPD, notamment côté stockage et durée de la durée du stockage, donc le lieu et la durée du stockage et la protection de ces données. Mais le consentement éclairé, on l'a toujours demandé. Et je pense que dans tous les projets qu'on fait, on a quelques rares cas industriels un peu plus touchy, dans lesquels il faut vraiment mettre en place des politiques de privacy un peu plus poussées. Mais sinon, globalement, on n'a pas, depuis qu'il y a de la RGPD, nous, on n'a pas plus de problèmes que ça parce qu'on était déjà, nous, on ne recueille aucune donnée sans consentement éclairé, donc sans consentement explicite. Et on ne les garde que le temps de l'analyse. Hein, et on peut les anonymiser s'il le faut. Une fois de plus, on s'en fiche que ce soit Pierre qui a 26 ans plutôt que Marie qui a 32 ans. Au bout d'un moment, savoir exactement quel utilisateur a fait quelle fixation, ça n'a aucun intérêt. On agrège les données. Justement, ce qui nous intéresse, c'est le calcul statistique qu'on va faire sur des données agrégées. Donc, l'identité personnelle des personnes, au final, ça ne nous intéresse absolument pas. D'autres questions ? Est-ce que tu veux que je commence à passer les spectateurs en possibilité de parler? Oui, commence. Là, j'en trouve une. J'ai réussi à trouver le chat. Il y a une question dedans.
Je vais répondre à ça et après on passe effectivement au débat. Est-ce que toute population peut passer un test d'eye tracking, personnes âgées, enfants, etc. Alors, c'est une très bonne question. La réponse est peut-être. C'est compliqué. Alors, sur les populations comme les personnes âgées, c'est compliqué pour des questions de vue. Je ne vais pas du tout parler des contraintes techniques du eye tracking, mais même si la technologie est assez robuste aujourd'hui, on a quand même beaucoup de mal avec les... Enfin, beaucoup de mal. Ça ne marche pas, très clairement, avec les lunettes bifocales. On gère les lunettes, on gère les lentilles, mais les bifocales, c'est le bazar. Donc, une personne âgée qui a des bifocales, c'est niette, impossible. Et c'est souvent sur ces populations-là qu'on a des lunettes un peu de ce type. Les enfants, oui, ça marche. Il faut adapter un petit peu les choses. Par exemple, la phase de calibrage, on ne peut pas trop la faire en leur demandant de suivre un point parce qu'ils ne vont pas le faire. Il faut mettre des bisounours à la place. Donc, on peut s'organiser. Donc, oui, sur les enfants, ça marche bien. Sur les personnes âgées, ça dépend. Donc, si on a vraiment un test avec beaucoup de personnes âgées, là, il faut vraiment prévoir des réserves, des personnes en plus pour tous ceux qu'on perdrait sur la route parce que la machine n'arrive pas à calibrer ou ne stocke pas correctement les données. OK. J'arrête le partage. Comment on fait? Mince. Arrêtez. Voilà. Donc là, normalement, tout le monde a la possibilité de parler. Il suffit juste que chaque personne active son micro. Voilà. Très bien. On avait une dernière question, enfin, encore une question. Je n'ai pas vu, désolée. Une question de Suzanne. À partir de quel prix est-il possible d'obtenir ce genre d'équipement? Est-il possible de le louer? Alors, là, je m'avance un peu parce que je ne suis pas du tout un commercial de Tobii ou d'une autre marque qui vend des trackers, mais de tête, je dirais qu'aujourd'hui, on peut acheter un eye tracker pas trop dégueu entre 3 et 5 000 euros, ce qui est rien. Les machines que moi j'utilisais au laboratoire il y a 20 ans, elles coûtaient 100 000 euros. Et elles étaient moins précises que celles qu'aujourd'hui on achète à 3 000 à 4 000 euros. Donc ça va. La location, que je sache, en tout cas, Tobii, ils ne sont pas chauds. Ils n'aiment pas trop faire de la loc. Parce que voilà, pour le louer à 1 000 euros, 2 000 euros, entre la logistique, les emmerdes, tout ça, et je sais qu'ils ne sont pas très fans de la loc. Ils préfèrent vendre. Donc voilà. Après, il y a des sociétés comme nous. Ça nous arrive de le sous-louer à certains de nos clients qui veulent juste tester, qui veulent juste se voir. Donc, on leur loue en gros un mois avec tout l'accompagnement méthodologique qui va avec, parce que c'est surtout ça qui compte. Donc, on met en place un premier test ensemble pour voir ce que ça donne. Et puis, s'ils sont super convaincus, super emballés, qu'entre-temps, ils ont compris comment ça marche, ils se débrouillent après derrière tout seuls. On va peut-être passer à notre deuxième partie. Absolument. Donc, on a vu là une technique, plus qu'une technique, une méthodologie complète qui nous permet de mieux comprendre les processus cognitifs et de travailler dessus pour améliorer les systèmes, etc. Et la question qu'on veut ouvrir maintenant, le débat qu'on veut ouvrir maintenant, c'est finalement entre cette compréhension de l'intelligence humaine, ou en tout cas des processus cognitifs humains, et celle de l'intelligence artificielle, quels peuvent être les ponts, les liens, éventuellement les antagonismes, et surtout quels sont vos questionnements à vous. Quelles sont les questions sur lesquelles vous aimeriez qu'il y ait des débats, des éclairages, voilà, comment est-ce que cette problématique vous intéresse et sous quel angle? Encore une fois, l'idée étant en fonction de tous les échanges qu'on peut avoir là, de pouvoir cibler un petit peu plus les interventions qu'on pourra proposer lors du World Disability Day en novembre. Donc, est-ce que vous avez déjà certains d'entre vous ont des remarques, des questions, des suggestions par rapport à ça? Moi, ce que je voudrais savoir aussi, c'est est-ce que dans l'audience d'aujourd'hui, il y a des gens qui ont déjà lancé des projets d'IA,
de près ou de loin? Et si oui, est-ce qu'il y avait aussi de l'UX? Comment les deux se sont coordonnés? Est-ce que ça a bien marché? Voilà, quels sont aussi vos retours d'expérience au jour d'aujourd'hui? Parce que c'est hype aussi, hein, l'IA. Hein. Tout le monde veut en faire, tout le monde croit en faire. Mais voilà. Personne qui se lance? Ah, mais les micros sont fermés, hein? Oui. En fait, vous avez accès au micro, mais pour l'instant, la plupart sont fermés. Ouais, il va falloir. Je ne sais pas si Alors, Audrey. j'essaie de forcer l'activation, mais non, je crois que chacun doit valider Oui, c'est l'envie de parler. Bah voilà, déjà, il faut avoir envie de parler, évidemment. C'est la Mais moi, je vois Florence très seule. Ah ouais, je vois Florence très seule connectée. Et je oui, pense que voilà. sur l'IA, elle peut dire 2-3 trucs hein, quand même. Hein. Il y a déjà, enfin nous en tout cas en tant que professionnels de l'UX, je pense qu'il y a un sujet qui nous intéresse, c'est comment fonctionne l'apport dans les deux sens. Donc qu'est-ce que l'UX peut apporter à l'IA? Et je pense qu'on peut notre discipline peut vraiment contribuer au projet d'intelligence artificielle. Mais aussi qu'est-ce que l'IA peut apporter à l'UX? Florence a activé son micro. Oh, allons-y. Alors Florence, on ne t'entend pas. Je vois bien que ton micro est activé, mais je ne sais pas si tu nous parles du coup. Ah, d'accord. Ton micro dysfonctionne. Ok. Ok, sinon, Florence, tu peux aussi utiliser le chat éventuellement. Ah oui. Tout à fait, c'est de la dark UX. Bah oui, ça c'est une vraie question qu'on a déjà un petit peu commencé à aborder à travers le sujet de l'éthique. Oui, de l'année dernière, ouais, tout à fait. Voilà. Donc, bon, la Dark UX, pour ceux qui ne sauraient pas, c'est vraiment l'utilisation de toute cette connaissance qu'on peut avoir de la cognition humaine et de l'interaction machine pour amener les utilisateurs à faire des choses qui n'ont pas forcément l'intention consciente de faire. Voilà, par exemple, acheter un produit, les pousser dans un acte d'achat qui n'est pas forcément dans leur intention au départ, grâce à une optimisation de l'interaction dans ce sens-là. Donc en effet, l'IA peut, a priori, hein, par une connaissance fine de l'utilisateur, de son profil, de ce qu'il a déjà fait, de ses intentions, l'amener dans des chemins qui n'auraient pas suivi forcément spontanément. Pour le meilleur ou pour le pire, effectivement. Pour le meilleur et pour le pire. Dans l'idée de proposer à l'utilisateur des services ou des produits auxquels il n'aurait même pas pensé, mais qui sont vachement bien pour lui et vachement pertinents et dont il sera super content, ou effectivement, de façon plus ou moins subtile, le pousser à acheter des choses dont il n'a absolument pas besoin, mais dont on le convainc qu'il a besoin parce qu'on a bien cerné le profil, hein, parce que c'est là justement où l'UX peut être au service de l'IA, aider la partie modélisation utilisateur, hein, aider le deep learning par la fourniture de quelques paramètres qui nous paraît important pour savoir justement à qui on a affaire. Donc, ajouter de l'intelligence humaine au système, l'intelligence de quelqu'un voilà, qui sait qu'est-ce qui est important pour un consommateur, quels sont les paramètres qui rentrent en ligne de compte, quels sont les leviers sur lesquels appuyer. Comment éduquer les users à garder leur libre arbitre? Oui, bah ça aussi, hein, c'est clairement. Donc, c'est un sujet qui dépasse un peu le cadre des produits. Hein. Enfin, on est vraiment dans une question éthique et presque politique. Ceci dit, on peut
à travers les systèmes sur lesquels on travaille, mettre en place des mécanismes qui permettent de donner de la transparence sur notamment le traitement des données, sur la façon dont les choses sont conçues, etc. Il y a il y a quand même un moyen de border un petit peu l'usage et surtout voilà, de donner de la clarification sur ce qu'on fait avec ces mécanismes-là. Ouais, c'est clair. Après, moi, dans une journée ou une demi-journée, on verra, mais en tout cas, un événement comme le World Usability Day consacré à l'IA, pour moi, je voudrais savoir ce qu'en pensent les participants, mais pour moi, la première chose à définir, c'est qu'est-ce que l'I, qu'est-ce que l'intelligence? Oui. Qu'elle soit humaine, artificielle ou que sais-je, mais qu'est-ce que l'intelligence? Parce que moi, en tant que psychologue, je me pose beaucoup de questions, hein. Je ne sais pas ce que c'est que l'intelligence. Donc, j'ai peur qu'on parle pendant une journée d'un truc sans vraiment l'avoir défini ou avoir une vision commune de qu'est-ce que l'intelligence, qu'elle soit humaine ou pas. Donc, je ne sais pas si tout le monde partage ce questionnement, mais j'ai l'impression qu'on a tous foncé dans l'IA parce qu'on voit l'avantage, parce qu'il y a déjà quelques success stories, hein, des IA qui détectent des cancers plus vite que les humains, des IA qui ont des performances absolument incroyables dans plein de domaines, mais est-ce que c'est vraiment de l'intelligence et qu'est-ce que l'intelligence? Et est-ce qu'on a besoin d'intelligence ou est-ce qu'on a juste besoin d'algorithmes quelque part? Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir à ça, mais... C'est des questions de psychologue, hein, quelque part, mais bon. De cogniticien, même. Alors, il y a Florence qui écrit « Intelligence humaine et intelligence artificielle permettent de comprendre, éclairer et donc consommer en toute indépendance. Bravo de tout ce que vous faites. Oui, débuter avec un dictionnaire commun, de quoi parle-t-on? Oui. Oui. Ouais, je pense ça que peut être la base, en effet. Hein. Ça peut être la base, en sachant que je ne sais pas, hein, enfin, j'avoue que ça fait un petit moment que je ne replonge plus dans ce genre de fondamentaux-là, mais je ne suis même pas sûre qu'aujourd'hui, il y a une définition commune, hein, de qu'est-ce que l'intelligence, hein, tout court. Parce qu'à mon sens, il y a plein de formes d'intelligence. Donc, il faut arriver à la définir. De ce que je sais, j'ai lu ça quelque part, c'est peut-être Pipo, peut-être que Florence peut me corriger si je dis n'importe quoi. Il paraît que les morceaux d'IA les plus aboutis de Google, donc de Google, hein, donc pas de n'importe qui, je ne sais pas IBM où se positionnerait par rapport à ça, mais en tout cas, deux grosses sociétés qui investissent énormément en IA. Donc, ces IA-là, aujourd'hui, elles ont un QI de 50. Chez l'humain, un QI de 50, on est débile profond. Bon, ben, du coup, voilà. Est-ce que c'est vraiment intelligent? Et qu'est-ce que ça veut dire être intelligent? Donc, je pense qu'il y a alors ça peut nous prendre la semaine, même le mois, voire l'année, voire le siècle. Voilà. On fait le World Usability Year. Non, mais je pense, alors Florence qui nous dit que la communauté Data IA peut nous aider à proposer un dictionnaire. Ah, ben, avec grand plaisir, ça pourrait être très très bien. Ouais, oui, ça peut être une belle initiative aussi de... Oui. Une idée de projet commun entre deux synergie. Je trouve ça très chouette. Ouais. C'est super intéressant, oui. Et on pourrait en effet lancer ça et poursuivre cette réflexion, parce que je ne pense pas qu'on y réponde tout de suite pendant cette semaine-là, mais en effet lancer cette réflexion commune. Ouais. Oui, parce que je trouve qu'on se lance beaucoup dans tout ce qui est artificiel, tout ce qui est digital, etc., mais sur des choses aussi délicates que l'intelligence. Voilà. Est-ce que c'est pas un peu la course à l'armement de celui qui a le truc le plus abouti, avec le plus de neurones ou le plus de performances spectaculaires, mais est-ce qu'on n'est pas un peu à côté de la plaque sur le fond? Peut-être pas, hein, justement. Je trouve que l'IA ne peut qu'apporter beaucoup de choses en termes pratiques, hein, parce que quand on nous dit, voilà, ça va détecter des cancers, etc., mais pourquoi pas? Mais pourquoi s'en priver? Mais non, est-ce que l'IA a vocation à remplacer l'humain quelque part? Et dans quel cas et dans quelles conditions? On en revient une fois de plus à des problématiques éthiques après, hein, des problématiques de fond. Mais il faut peut-être se les poser aujourd'hui. Oui, l'IA comme toute technologie d'ailleurs. Enfin, l'IA, ça se pose particulièrement parce que justement on traite un sujet qui est très critique, qui est la question de l'intelligence et la perspective de remplacer l'homme. Mais déjà, toute technologie pose ces questions-là d'éthique et de jusqu'où on va entre la place de l'homme et la place de la machine.
Ah, mais ça, clairement, mais pour moi, c'est d'autant plus grave dans un domaine dans lequel on a l'impression que la machine est justement intelligente. Donc, quelque part, elle est comme nous. Voire, elle est mieux que nous parce qu'elle a des meilleures performances. Donc, voilà, l'humain, c'est has-been. Vive la machine. Peut-être, j'en sais rien, hein, peut-être, mais... Alors, Carole nous demande si on continue à l'écrit. Alors, pas forcément, si pour ceux qui ont accès au micro, on peut le faire en oral. Ah, bien sûr, c'est en fonction plus user-friendly. Voilà. Vas-y, Carole, je vois que tu lèves la main. Vas-y. En fait, c'est un petit peu délicat de prendre la parole. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais puisque tout le monde se met en mute et hésite à se lancer, alors c'est difficile de prendre le pas au risque de se percuter les uns les autres. Oui, en termes de définir l'intelligence, c'est peut-être pas, à mon avis, une nécessité. C'est peut-être plutôt la coopération, la collaboration entre les deux entités, l'humain et la machine, qui me paraissent intéressants pour l'UX, et notamment pour travailler sur un projet où l'IA est largement impliquée avec le ministère de l'Éducation en ce moment, chez Ludotique. La grosse problématique, c'est le principe, c'est en fait de donner des outils aux enseignants pour plus facilement piloter les apprentissages pour les élèves, donc leur suggérer des activités qui sont adaptées à leurs difficultés d'apprentissage, les choses qui les intéressent, etc. En gros, on profile les caractéristiques des élèves en fonction justement de leur réussite à certains exercices, de leurs échecs, etc. Et on essaie, la machine est capable de proposer des activités, soit de remédiation, soit pour encourager les progrès, etc. Et on se rend compte, en fait, en interrogeant, en présentant le système aux enseignants, que ce qui leur pose le plus de soucis, c'est le risque de se voir imposer des activités, imposer un style d'enseignement qui ne leur correspond pas et pour lequel, en fait, ils n'auraient plus de libre arbitre. Donc, c'est ça, en fait, la difficulté. Tout à fait, ouais. Donc, il faut définir une coopération plutôt que d'essayer de faire une lutte entre qui est plus intelligent que l'autre, mais définir comment on peut se compléter. L'humain avec son côté empathique, son côté justement capable de décortiquer les émotions, ce que la machine semble en difficulté de faire, et puis la machine avec sa puissance de calcul. Donc voilà, pour moi, c'est des choses intéressantes, justement, comment rassurer finalement l'humain sur le fait que la machine peut le compléter plutôt que le remplacer. Oui, tu as bien raison, ça c'est un thème central. Toi, tu en parles dans l'éducation nationale, mais moi, je le vois beaucoup dans le domaine naval, c'est pareil. Au jour d'aujourd'hui, on peut prendre des décisions à la place d'un opérateur et quelque part, en termes de temps, on a intérêt à les prendre à sa place parce qu'on peut les prendre de façon plus rapide et plus sûre. Mais non, justement, les marins grincent des dents. Ils n'ont pas du tout envie que la machine décide à leur place, quoi. Donc, c'est une vraie question de fond. Est-ce qu'on doit les forcer à l'accepter? Est-ce qu'au contraire, c'est toujours à l'humain de décider? Mais qu'est-ce qui se passe si l'humain, au final, il a des moins bonnes performances quelque part, fonctionne moins bien qu'une bonne machine bien entraînée, avec un bon deep learning très performant? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Là, c'est vraiment des questions, il faut qu'on se les pose en pensant à dans 10 ans ou dans 15 ans. Parce que c'est aujourd'hui qu'on pose des bases pour construire le futur. Et oui, je suis d'accord avec toi, la collaboration est fondamentale. Mais non, quelles sont les règles qu'on peut poser? Quelles sont les limites? Quelles sont les... Je sais pas. Oui, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on arrive à traiter dans le contexte du World Usability Day. Ne serait-ce que par le biais d'exemples comme celui que tu viens de citer, de dire voilà, dans ce projet-là, ça se passe comme ci, comme ça, sans forcément apporter des méga solutions, parce que c'est quand même un thème compliqué, complexe, mais effectivement. Après, l'autre thème que moi j'aimerais bien qu'on arrive à aborder d'une façon ou d'une autre dans le World Usability, l'idée, c'est plutôt l'IA dans l'UX et pas l'UX dans l'IA. Parce que je pense qu'à moyen terme, nos méthodes de travail seront largement impactées par l'IA. J'ai déjà vu des systèmes, alors je ne sais plus si c'était du Google ou quoi, mais enfin en tout cas un outil auquel on parle et qui crée les maquettes sur la base de ce qu'on dit. Donc on lui dit, ouais, alors je veux une interface avec une barre de navigation en haut, la première icône c'est bidule, la deuxième icône c'est, je sais pas, profil utilisateur, la troisième icône c'est un moteur de recherche, c'est plutôt bleu, après il y a un champ à gauche, enfin, voilà, on décrit ce qu'on veut comme maquette et la maquette elle se fait toute seule. Et ça marche déjà aujourd'hui, hein.
c'est pas de la science-fiction. Waouh, ok. Donc là, c'était des maquettes très basiques, certes, mais… Oui, on peut imaginer qu'il y a aussi des projets d'IA sur le test utilisateur, sur Et il y la en a, sur le test constitution utilisateur, il de y en a. persona, parce que le Exactement. persona, c'est déjà un modèle d'utilisateur. On est déjà en train de construire les bases de quelque chose qui soit complètement automatisable. Typiquement, les personas, nous, ce qu'on fait, c'est un peu du data mining, quoi. Enfin, on Exactement. recueille des tonnes de données, on essaie de voir les co-occurrences, les corrélations, les tendances qui en découlent. Et l'IA pourrait sûrement le faire beaucoup mieux que nous, surtout si la masse de données est importante. C'est ça. Donc, je pense que voilà, il faut prévoir un futur dans lequel notre propre métier sera largement impacté. J'espère pour le meilleur, mais en tout cas largement impacté par l'IA, quoi. Donc, dans lequel même le contour de notre propre partie du travail va être redéfini par les performances que l'IA mettra sur la table. Donc, j'espère qu'on pourra aborder ça aussi et qu'il y aura des gens suffisamment pointus pour venir en parler lors du VUD, peut-être des gens qui ont déjà essayé de tester des systèmes voilà, de génération automatique de personas ou autre. Hein. On va essayer de voir. Mais en tout cas, pour ceux qui sont présents aujourd'hui, si vous avez des thématiques un peu comme celle-ci qui vous paraissent importantes, sur lesquelles vous vous posez des questions, etc., vous pouvez les écrire dans le chat ou nous les faire parvenir par mail par la suite, parce que nous, ça nous paraît des thèmes fondamentaux. Maintenant, il faut que ça vous intéresse aussi, parce que le board d'usabilité, c'est vraiment l'événement collaboratif, l'événement de sensibilisation et d'échange de l'année. Donc, c'est un événement qu'on fait pour vous, pas pour nous-mêmes. Donc, on veut vraiment traiter des facettes du thème de l'année. Cette année, c'est l'IA. On a eu d'autres années sur d'autres thèmes, mais des facettes du thème de l'année qui soient les plus pertinentes pour toute personne qui s'y intéresse. Hein, justement, pas forcément que des UX professionnels, mais toute personne qui touche de près ou de loin à de l'IA, à de l'informatique, ou qui se pose des questions sur le futur, tout simplement, du digital. En tout cas, on note déjà des points très intéressants. Ouais, Hein, à tout à côté. fait, ouais. On a un point autour des définitions, poser les bases, qu'est-ce que l'intelligence. On a un volet évidemment autour de l'IA, l'UX et l'éthique, qui rejoint aussi le volet de la collaboration entre l'IA et l'humain. Tout à fait, ouais. Comment les deux peuvent se compléter. Voilà. Et puis, un volet peut-être un peu plus expert qui est l'IA dans l'UX, ce dont on vient de parler à l'instant. Tout à fait. Ça fait déjà un joli programme. C'est déjà, oui, bien. Mais en effet, si vous avez d'autres idées ou envie de voir certains sujets traités, même après cette réunion-là, n'hésitez pas à nous les partager. Hein. Il y a Florence qui écrit encore quelque chose. Ce n'est pas une fatalité si l'humanité ne veut pas que les machines prennent des décisions seules à la place de l'homme. Il est techniquement possible de s'en prémunir, éduquer, éclairer, écouter les hommes et les femmes. Penser les IA est une approche interdisciplinaire, on est tout à fait d'accord, qui inclut informatique, mathématiques, physique, chimie et bien sûr les SHS, sciences humaines et sociales. Voilà pourquoi je suis enchantée de collaborer dans la communauté. UX et X, nous aussi, on est enchanté de t'avoir avec nous, Florence. On croit beaucoup à la complémentarité des disciplines, au regard croisé des disciplines. Et sur un sujet comme l'IA, c'est d'autant plus important que, voilà, par définition, on est au croisement de plusieurs choses. Donc, tout à fait. Alors, Carole qui nous demande quel format est envisagé pour le VUD, le World Usability Day. C'est une très bonne question. Comment dire? On y réfléchit, hein? Peut-être qu'Audrey pourra répondre déjà sur le format parce qu'on a envisagé quelque chose de digital. Je suppose que c'est toujours d'actualité d'avoir quelque chose qui soit en présentiel mais également accessible à distance déjà. Alors, c'est ce que je disais à Catherine en début de session. Alors, à l'heure actuelle, avec les filles, on n'est pas encore super au point sur la méthodologie hybride. On sait qu'on a des entités qui peuvent nous accueillir avec déjà ce système en place. Bon, là, si c'est à la maison de l'IA, à l'heure actuelle, ils ne l'ont pas. Mais j'espère que d'ici mi-novembre, nous, on sera déjà au point sur ce qu'on arrivera à faire avec nos moyens. Donc, on va tout faire
faire pour. Et effectivement, ce sera l'idéal vu la situation, de pouvoir vraiment faire un peu de présentiel et beaucoup de digital, parce que le présentiel comporte énormément de contraintes et ça risque d'être compliqué et ça serait triste de devoir dire aux gens non, vous ne pouvez pas venir. On préfère voilà, que tout le monde puisse participer d'une façon ou d'une autre et ça dans les meilleures conditions. Donc voilà. Aujourd'hui, on se forme. On sait pas encore faire, mais on se forme. On sera au taquet pour mi-novembre pour cette semaine en spécial. Il est bientôt 13h30. On va devoir arrêter. On vous remercie beaucoup pour votre participation. Donc voilà, n'hésitez pas à rester en contact avec nous et nous envoyer des idées ou des questions si vous en avez par la suite. Et on vous retrouve donc, notre prochaine date, c'est le 16 novembre. Avec donc dans des conditions précises à définir ultérieurement. Vous aurez des informations dans les semaines à venir par le biais de la Telecom Valley. Les réseaux sociaux et compagnie, aussi bien Telecom Valley qu'Usage, on communique pas mal. Donc. Ouais. Merci beaucoup à tous. Merci à toutes les deux pour votre intervention. Comme toujours, de qualité et super intéressant. J'adore écouter vos présentations. J'en apprends toujours à chaque fois. Je trouve ça vraiment très, très chouette. Et continuer comme ça, c'est top. Merci Audrey. Merci. Merci à tous et à bientôt. Au revoir. Merci à tous.